Est-ce que vous constatez au cours de ces dernières années une évolution dans la prise en charge des personnes, des seniors dépendants? Nos établissements ne sont pas faits aujourd'hui pour des personnes de plus de 70 ans, de moins de 70 ans, de plus oui, mais de moins de 70 ans, de moins en moins, nous sommes adaptés et nous serons amenés à modifier notre approche et nos propositions et notre offre pour répondre à ce type de population et à des résidents avec des capacités physiques encore très, très réservées. Il y a une tendance qui essaye de faire qu'on diminue les médicaments. Mais dans certains cas, ils restent quand même indispensables et bénéfiques. Là, on ne le voit pas dans ce documentaire, mais il y a quand même des médicaments qui restent bénéfiques aux patients, aux résidents qui vivent dans les maisons de retraite ou qui vivent à domicile d'ailleurs. Et en parlant des évolutions justement, est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, il y a peut-être, on charge moins les patients de médicaments au profit justement de d'art-thérapie ou... Voilà, d'art-thérapie, de ce qu'on appelle plus globalement, comme a dit Madame Bibert, les thérapies non médicamenteuses, qui comme le nom le dit bien, n'utilisent pas de médicaments, donc ont très peu d'effets secondaires, les thérapies non médicamenteuses, et qui apportent un vrai bénéfice dans l'accompagnement de ces personnes. C'est des lieux où on va trouver du lien social, de l'accompagnement sur un certain nombre d'ateliers, mémoire par exemple, cuisine, etc. Donc une occupation, je dirais, des malades. Également une surveillance médicale des malades. Et surtout, on va trouver du répit pour les dents, puisque, par exemple, l'accueil de jour, venait chercher mon épouse le matin à 8h30, et me la ramenait le soir à 18h, et j'avais quand même toute une période dans la journée, si vous voulez, où j'étais complètement autonome et déchargé de l'accompagnement de mon épouse. On a constaté que les malades d'Alzheimer, entre autres, sont extrêmement sensibles à l'attention qu'on peut leur porter et à la bienveillance qu'on leur offre. Et ils répondent toujours très très positivement à ça, jusqu'à nous le manifester dans de nombreux cas. Donc, nous les bénévoles, on a pour tâche, quand je vous dis qu'on est là que pour faire de la présence et de l'écoute, d'apporter cette empathie, d'apporter cette tendresse que les personnes, dont les personnes ont particulièrement besoin. Qu'est-ce qui explique le fait que les malades soient de plus en plus jeunes? Est-ce que c'est parce qu'on s'en occupe de plus en plus tôt, ou alors qu'il y a vraiment un effet qui s'accélère Sans doute parce qu'on s'y intéresse plus et qu'on est plus attentif aux signes et que du coup on diagnostique plus précocement. C'est pas forcément que la maladie arrive plus tôt, mais c'est qu'elle est mieux diagnostiquée. Aujourd'hui, il faut savoir que la maladie est présente 15 ans avant les premiers signes. C'est une maladie qui démarre très vite et qu'on sait aujourd'hui, par des biomarqueurs, déceler la maladie avant les premiers signes. Il n'y a pas de bon moment pour entrer en EHPAD. On me pose souvent la question, est-ce que c'est trop tôt? Il n'y a jamais de bon moment. Il y a le moment où l'aidant va prendre des risques, soit pour lui, soit pour l'aider. En tout cas, le bon moment, c'est le moment que vous sentirez. Il n'y a jamais de bon moment pour quitter le domicile, pour faire le deuil d'une vie. Par contre, comme je dis, il vaut mieux que ce soit trop tôt que trop tard. Donc, dans les causes, on parle beaucoup des pesticides et autres produits phytosanitaires attaquant le cerveau et le système nerveux. Et l'autre question qui est assez similaire, qui peut se recouper, peut-on faire un parallèle avec la maladie de Parkinson dans les origines et sur les soins et l'accompagnement? Moi, je peux répondre. Alors, le problème de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on connaît aujourd'hui comment se passe à l'intérieur du cerveau le dysfonctionnement des deux neurones clés, c'est-à-dire protéines bêta-amyloïdes et protéines tau, mais qu'on ne sait pas pourquoi elles se mettent à dysfonctionner. Alors, il semble, je dis bien il semble, actuellement, on s'oriente plutôt vers des généralités concernant l'hygiène de vie. Dont le stress, et qui ont montré d'ailleurs sur certaines études de santé publique, notamment l'étude PACUID en Dordogne et puis près de Bordeaux, ont montré que les gens qui avaient une bonne hygiène de vie
il y a moins de cas d'Alzheimer qui se déclarent. Alors ça n'apparaît pas sur les statistiques parce que le nombre de personnes âgées augmente sans cesse. On pense maintenant qu'il y a quand même des très fortes corrélations entre les facteurs de risque cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer. Du coup, c'est pour ça que M. Rombaud parlait de contrôler l'hypertension. Le deuxième facteur de risque cardiovasculaire, c'est le tabac, le cholestérol et le diabète. Voilà, donc en contrôlant ces 4 facteurs, on ne va pas pouvoir supprimer toutes les maladies d'Alzheimer, mais les diminuer en tout cas. Et on diminuera d'autres maladies liées à ces facteurs de risque cardiovasculaires, que sont l'infarctus, l'AVC et j'en passe. Et donc sur les... Ah oui, et par rapport à la maladie de Parkinson, pardon. Alors la maladie de Parkinson, c'est également une maladie neurodégénérative, voilà, qui se manifeste différemment. C'est pas tout à fait les mêmes symptômes, hein. Là, les facteurs de risque cardiovasculaire sont moins présents dans la maladie de Parkinson. Voilà, c'est un diagnostic différent avec un accompagnement un petit peu différent et des symptômes différents qu'il est important de connaître. Et dans justement l'accompagnement pour les personnes, parce que c'est vrai que là on a parlé surtout d'Alzheimer, mais les dépendances peuvent être aussi d'ordre physique. Ah bah oui, dans la maladie de Parkinson, il y a une dépendance physique importante qui s'installe même avant la dépendance psychique qui peut arriver en cours d'évolution de la maladie, mais il y a surtout une dépendance physique. Voilà, le Parkinson, voilà, vous avez tous en tête le tremblement, les blocages, les difficultés à la marche au bout d'un moment, les chutes très fréquentes. Voilà, et ça peut être aussi associé à des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, des troubles de l'exécution des mouvements. L'important, c'est plutôt, et c'est ce que l'on fait de plus en plus aujourd'hui, au lieu d'étudier la perte des capacités, on essaye plutôt de mettre en valeur les capacités préservées. C'est-à-dire, on ne se dit plus, elle ne peut plus faire, mais on se dit plutôt, qu'est-ce qu'elle peut encore faire ? Et les professionnels sont sensibilisés à mettre en exergue et à maintenir les capacités préservées tant que l'on peut. Donc ça peut être la marche, là on avait vu le dessin, à un moment ça ne fonctionne plus, mais plutôt essayer de mettre en valeur les capacités qui sont encore préservées. Que faire face à la violence des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Il faut toujours essayer de comprendre cette violence. Il y a toujours une explication. Nous, à nos soignants, on leur apprend, dès qu'il y a un comportement anormal, violent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne. Alors, on fait d'abord un examen physique. Voilà, ça peut être parce qu'elle a mal quelque part et qu'elle ne sait pas l'exprimer. Ça peut être parce qu'elle a un autre problème, une infection quelque part. Voilà. Tout ça peut déclencher de la violence. Après, il y a aussi toute l'anxiété que la personne ressent et qu'elle ne peut pas exprimer et que du coup qui s'exprime par de la violence. Donc ça aussi, il faut essayer de le comprendre. Je me souviens d'une personne que j'avais vue 2 ou 3 fois, qui m'avait, alors à ce moment-là, elle pouvait complètement parler, et elle m'avait confié qu'elle était en colère contre ses enfants, qu'il avait placés, à son avis, à tort, dans cet hôpital gériatrique. Et un jour, je suis arrivée, elle avait eu un AVC dans la semaine, et elle était complètement paralysée, elle n'avait plus l'usage de la parole. Et malgré tout, d'autres patients m'ont dit « Oh, ne vous approchez pas de cette personne parce qu'elle est violente, elle m'a frappée. » Quelqu'un m'a dit « Elle m'a frappée » et je suis même allée déposer plainte. Donc c'était les soignants qui lui avaient conseillé d'aller déposer plainte. Alors évidemment, j'ai hésité parce qu'il y a toujours un risque. Et puis je me suis dit, je vais quand même aller vers elle. Et comme je savais qu'elle était très en colère, je lui ai reparlé de cette colère. Et en fait là, elle m'a regardée, elle ne pouvait plus parler à ce moment-là, mais elle m'a regardée. Et le regard, quand on n'a plus l'usage de la parole, c'est souvent par le regard que l'expression passe, et avec une intensité qui est bien plus importante que ce qui peut passer par le biais de la parole. Et elle m'a regardée et son regard montrait que j'avais touché juste et qu'elle était reconnaissante que quelqu'un enfin comprenne l'origine de sa violence et de sa colère. Est-ce que quelqu'un d'autre non ? Alors, il y a une autre difficulté aussi qui est à prendre en compte dans les prises en charge justement de seniors et de personnes dépendantes.
c'est la carence de place. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire face quand on a besoin de mettre justement de placer un proche dans un EHPAD, mais surtout alors dans les aires urbaines, c'est pas toujours évident. Et quand la solution aussi d'aide à domicile n'est pas toujours financièrement supportable. Alors, malheureusement, les places en EHPAD sont définies par nos tutelles. L'ARS, l'Agence régionale de santé, définit. Et on ne peut pas créer des places autant qu'on en voudrait. Donc, il faut déjà partir de ce principe. Ensuite, je pense que les familles qui ont besoin de places, elles doivent se faire aider par leurs médecins traitants, qui ont quand même la connaissance du secteur et des établissements habilités à recevoir ce public. Il y a les assistantes sociales des hôpitaux également. Il y a France Alzheimer, je vous les passerai également. Et alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais maintenant, nous avons un système sur le Rhône qui s'appelle Via Trajectoire. C'est un outil que tous les médecins assistantes sociales des hôpitaux connaissent. Cela permet de déposer un dossier via une plateforme Internet à autant d'établissements que vous voulez et vous spécifiez quel type de prise en charge vous voulez avec une unité protégée pour un malade Alzheimer ou accueil temporaire et puis au niveau de la zone géographique. Ce moyen qui est largement développé depuis 1 an permet de façon aisée de faire une demande et de multiplier la demande à un tas d'établissements. Ce qu'on peut dire aussi quand même, c'est que la loi de finances de 2018 prévoit un tout petit nombre de places d'EHPAD. 4250 places d'EHPAD pour la métropole, c'est ridicule. Et qu'on va vers, s'il n'y a rien n'est fait, on va vers des difficultés majeures de placement de places en EHPAD. Ou un éloignement justement aussi géographique de plus en plus important vers les familles. Il faut créer des places d'EHPAD parce qu'on sait très pertinemment que les malades d'Alzheimer ont beaucoup de difficultés à aller jusqu'au bout à domicile. Et que donc les dernières années, souvent les 2 dernières années, qu'on nous contraigne à chercher des places en EHPAD. Moi j'ai vécu ça, je peux vous dire que c'est pour les dents, c'est difficile quand vous êtes atteint de polyarthrite, de tendinite, etc. Il y a un moment, il faut savoir aussi lever le pied. Alors une autre question du public sur la dignité de la personne soignée en situation de dépendance. Donc quels sont les moyens en fait à mettre en œuvre pour que la personne, je crois que c'est le sens de la question, que la personne garde sa dignité. Alors la dignité, c'est un concept et la dignité c'est intrinsèque à l'être humain. À partir du moment où on est un être humain, on a sa dignité. Donc je comprends le sens de la question. En fait, c'est important de toujours, nous, ce qu'on apprend à nos soignants, c'est que par rapport à nos aînés qu'on accompagne, on leur doit tout le respect, parce que ce sont nos aînés, ils ont vécu beaucoup plus de choses que nous, ils ont beaucoup plus d'expérience, même s'ils ne savent pas forcément nous la retransmettre. Mais voilà. Et puis après, tout à fait en pratique, voilà, on apprend à respecter l'intimité, ce qui n'est pas toujours facile, parce que le soignant, il rentre en contact direct avec l'intimité de la personne soignée. Mais on leur apprend ça, on leur apprend le respect dans la manière de parler, dans la manière de considérer l'autre. Voilà, c'est... Oui, la dignité, c'est aussi une valeur qui fait partie du mouvement Jalmalve. Et la dignité, c'est en fait la considération et les égards que l'on doit à toute personne, quelle que soit sa situation physique, sa situation psychologique, sa situation sociale. Et cette dignité, comme le docteur l'a dit, elle est inhérente à toute personne et elle ne se perd jamais. Que pensez-vous des apports de bien-être par médecine chinoise, l'acupuncture et le Qigong, c'est ça, Qigong? Qigong. Juste répondre pour la noix de coco, ça marche pas. C'est ça, ouais, j'avais du mal à lire la lettre. Je fais un mélange des 2 questions avec la communication verbale aussi et justement non verbale. Le langage des signes, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut utiliser? Oula.
Alors, voilà. je vais être très très honnête, le langage des signes, je n'ai jamais utilisé. Après, on fait beaucoup de signes pour se faire comprendre, effectivement, mais ce n'est pas le langage des signes. Et à l'acupuncture et toutes les méthodes que vous dites, pourquoi pas. Je ne suis pas experte dans la matière et le docteur Arabian non plus, alors je vais être très très ennuyée de répondre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au quotidien, on s'ouvre à d'autres thérapies que les médicaments. Comme on le disait, par exemple, sur mon établissement, je fais venir un ostéopathe. Et c'est vrai que pour certains résidents, on sent un bienfait. Après, comme tout, il n'y a peut-être pas 100% de réussite et on n'a pas 100% de preuves. Tant que ça ne fait pas de mal, ça peut faire du bien. C'est un petit peu ce que je dis. Comment se présente EHPAD, il faut savoir que le financement, il y a une partie à charge, l'établissement prend une partie à charge avec ses finances, une partie des tutelles, donc les tutelles nous allouent un financement plus ou moins important selon les établissements pour payer notre personnel, notre fonctionnement, et il y a une partie à charge du résident et de sa famille. Cette partie est toujours trop importante, hein, j'en suis bien consciente. Et ce prix, en fait, vous avez différents tarifs. Vous avez un tarif hébergement, c'est un loyer, c'est comme quand vous louez un studio, un appartement, une chambre d'hôtel. Donc vous avez votre tarif hébergement qui est différent selon les établissements parce que ça correspond à un service aussi, à une localisation, à du personnel, à un savoir-faire. Et puis vous avez à ce tarif hébergement se rajoute le tarif dépendance. Le tarif dépendance, alors je vais parler un petit peu chinois peut-être, c'est ce que l'on appelle le GIR, c'est la dépendance qui est évaluée de la personne, c'est-à-dire que l'on essaye d'évaluer le besoin d'aide que la personne aura. Et donc vous avez 3 tarifs, et comme quand la personne est à domicile, vous touchez l'APA, l'aide de perte d'autonomie, l'allocation. Cette allocation est différente quand vous êtes en établissement. Tout simplement vous dire que le montant est différent, est réévalué, et selon l'établissement, il vous restera plus ou moins à charge quelque chose. C'est vraiment très, très complexe, et le faire comme ça, je trouve ça un petit peu compliqué. Je pense qu'on va clore cet échange. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et puis, voilà, après la suite du programme, je vous laisse...